Bonjour tout le monde. En cette belle journée ensoleillée, je ne sais pas s'il fait beau par chez vous, mais à Québec, il fait très, très, très beau. Aujourd'hui, malheureusement, Christine a eu un empêchement, donc elle ne peut pas animer les 20 minutes de séance du réseau Mercure. C'est moi qui vais la remplacer. Je m'appelle Claude Durocher, je suis professionnelle de recherche à l'Université Laval et je coordonne une initiative sur la foresterie et les changements climatiques. Mais je connais quand même assez bien le réseau Mercure, donc c'est moi qui ai l'honneur de la remplacer ce matin. Donc, avant de commencer, je vais d'abord présenter Nani avec la petite biographie que j'ai devant moi. Nani est un Africain d'origine camerounaise qui effectue son doctorat au laboratoire des technologies de la biomasse à Sherbrooke depuis janvier 2020. Ingénieur de conception en énergie renouvelable, il a suivi sa formation à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. Son amour pour les énergies renouvelables et leurs diverses applications naît de la situation énergétique déplorable que traversent certaines localités sahéliennes en particulier et du monde en général. Il possède des connaissances en conception et en réalisation des installations solaires, photovoltaïques et thermiques, sur la technologie des éoliennes horizontales ainsi que sur le dimensionnement des digesteurs à dôme fixe et flottant. Dans son parcours, il a réalisé de nombreux projets en lien avec les questions énergétiques et environnementales. Poussé par sa grande curiosité, son envie insatiable d'apprendre et de relever des défis, il a la chance de travailler aujourd'hui sur la production de biogaz à partir de lignines riches en sang. Très belle biographie. J'ai hâte d'en entendre un peu plus avec ces 20 minutes de séance. Je vais te laisser la parole, Nani. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation. Comme on l'a dit, mon nom c'est Olivier Nani Sinata. Je suis étudiant en deuxième année de doctorat au laboratoire des technologies de la biomasse. Pour ce qui est de cette présentation, pour le compte des 20 minutes des sciences du réseau MRQ, le titre de ma présentation sera « Production de biogaz à partir de lignines riches en cendres ». Donc, le plan de la présentation est comme suit. Tout d'abord, le contexte de l'étude, où on va présenter l'idée, les enjeux ainsi que les défis autour de cette étude. Ensuite, la méthodologie et les résultats préliminaires, où il sera question de présenter ici l'approche qu'on aura choisie pour faire face aux différents challenges ainsi que les résultats jusqu'ici obtenus. Et enfin, on terminera par une conclusion. En guise d'introduction, on dira, donc pour faire face à la crise énergétique et aux problèmes environnementaux liés à leur exploitation, il devient donc de plus en plus indispensable de trouver de nouvelles sources de molécules organiques dont l'usage pourrait satisfaire aux besoins communs en énergie. La biomasse végétale aujourd'hui s'avère être comme une solution prometteuse notamment grâce à sa capacité à la réduction, on va dire, de son empreinte carbone conséquente comparée aux sources fossiles, par exemple. Elle est aujourd'hui comme une des sources par lesquelles, l'une des sources importantes pour pallier aux problèmes de pollution. On l'a suivi récemment avec la COP26 qui s'est déroulée. Donc aujourd'hui, la biomasse végétale pourrait s'avérer être comme une des sources privilégiées pour faire face à la résolution de la diminution de l'empreinte carbone, par exemple. Donc, ainsi aussi, grâce à sa disponibilité comparée aux sources fossiles aujourd'hui, grâce à ça aussi à son fort taux de renouvellement. La biomasse végétale aujourd'hui s'étend de plus en plus dans le monde de l'énergie. Donc aujourd'hui, avec son type de biomasse, la biomasse lignocellulosique, elle intéresse de plus en plus le monde des chercheurs. La biomasse lignocellulosique est un type de biomasse végétale qui est composé principalement de 3 types de macromolécules qu'on peut subdiviser facilement en 2 grandes familles. La première famille concernant la cellulose et les hémicelluloses, qui sont principalement des polysaccharides, qui intéressent beaucoup plus le monde de la bioraffinerie, de la papeterie. Et l'autre groupe concerne juste le polymère qui nous intéressera dans cette étude, la lignine. Donc, dans le monde de la production, par exemple, du bioéthanol ou du papier, ce qui intéresse le plus ces industries, c'est la récupération de la cellulose, donc par opposition directe
élimination la plus totale de la lignine. Donc, la ligne, si on prend en considération les projections faites par les experts, où on atteindra une production importante d'éthanol d'ici 2022, par exemple 240 milliards, on peut facilement se rendre compte qu'on va avoir des millions de tonnes de lignine qui sont libérées lors de ces processus-là. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ces lignines-là? Là est la question. Donc, pour en savoir un peu plus, il nous revient un petit peu de présenter la lignine. La lignine, c'est un polymère, c'est un composé polyaromatique complexe, réticulé, tridimensionnel, qui est composé principalement de 3 unités, les unités guaacyle, séringyle et parahydroxyphényl. Donc, ces différentes unités-là qui composent principalement la lignine sont agencées de manière tout à fait aléatoire et qui donnent lieu à plusieurs combinaisons ou plusieurs structures de la lignine. Donc, dépendamment dans la nature, dépendamment de l'espèce végétale qu'on aura à faire, dépendamment d'autres conditions, ça peut être le climat, ça peut être la nature même de la biomasse lignocellulosique en question, on va avoir plusieurs types de lignine. Donc, parce que les combinaisons de ces différentes unités, comme je l'ai dit, c'est complètement aléatoire. Donc, ici, nous avons à droite de la planche une modélisation de la structure native d'une lignine, par exemple, mais celle-ci n'est pas figée, ça peut être dans une autre disposition, encore que c'est difficile aujourd'hui d'obtenir la lignine sous sa forme native à cause des différentes modifications qui peuvent être apportées lors des procédés, comme je l'ai dit, de récupération de la cellulose. Donc, aujourd'hui, dans le monde, on retrouve principalement la lignine, elle est valorisée de 2 façons, soit par fonctionnalisation, où ici, il serait question de l'utiliser tel quel, ou dans les procédés, par exemple, de production des résines phénoliques, des composites, ou alors par dépolymérisation, où ici, il sera question plutôt de récupérer les fonctions phénoliques, ou alors dans d'autres cas où le cas le plus souvent utilisé, c'est la combustion de cette lignine. Donc, cette lignine-là, elle est en général compactée et utilisée pour produire de la chaleur qui peut être valorisée soit dans le chauffage ou dans la production de l'électricité. Ce qui nous renvoie au cas de notre étude aujourd'hui, la collaboration qu'il y a entre le laboratoire des technologies de la biomasse et l'industrie Resolve Énergie, qui est une bioraffinerie aujourd'hui qui valorise les résidus agricoles et forestières pour produire du bioéthanol de 2e génération, ou comme toutes les bioraffineries, l'intérêt principal serait d'abord la récupération de la cellulose, mais la bioraffinerie Resolve Énergie a aussi pensé à faire valoriser cette fraction lignine en biocarburant solide par pelletisation principalement. Donc, on va produire des granules avec de cette lignine-là qui va être destinée à la production de la chaleur par combustion. Les granules qui sont produites à partir du procédé de pelletisation sont soumises à une vérification grâce à un standard bien connu, la certification CAN+, où on va valider les granules qu'on aura produites. Si ces granules ont une teneur en cendres inférieure à 1%, par exemple, ces granules sont dites de bonne qualité et donc destinées à être brûlées dans un brûleur et à produire de la chaleur. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on en fait? Dans le cas contraire, lorsqu'on arrive à obtenir des pellets qui sont avec une teneur en cendres supérieure à 1%, on ne peut pas directement les brûler parce que déjà, ils ne sont pas intéressants du point de vue de leur pouvoir calorifique inférieur qui est très bas. Ou d'autres cas aussi, ce serait l'accumulation des cendres dans des brûleurs. Donc, lorsqu'on va brûler ces types de lignes-là, principalement, on va avoir une accumulation des cendres qui va créer des mâches fer dans ces brûleurs-là et donc impacter le fonctionnement de ces brûleurs. Et l'une des conséquences évidentes serait un coût élevé de maintenance de ces brûleurs. Donc, ici, on a donc décidé de tenter une valorisation
une valorisation biologique de la lignine par méthanisation pour produire du biogaz. Donc, on va utiliser la lignine qui est fortement riche en cendres comme substrat à la méthanisation, en plus des différents sucres C5 qui ne seront pas forcément valorisés, qui ne seront pas du tout valorisés dans la chaîne de production de bioéthanol. Mais pour cela, il faudrait déjà qu'on sache c'est quoi la méthanisation. La digestion anaérobie, ou encore appelée méthanisation, est un processus de dégradation anaérobique d'une matière organique en présence d'un consortium microbien pour produire du biogaz, qui est un mélange de méthane, de dioxyde de carbone et d'autres traces de gaz, et aussi de digestat. Le digestat ici, c'est la fraction qui peut être solide ou liquide, d'ailleurs, à la fin du processus de méthanisation. Donc, ici, en général, on peut l'utiliser, la méthanisation, soit pour neutraliser les déchets, soit pour produire de l'énergie, et parfois dans les deux cas. On peut utiliser, on l'utilise en général aujourd'hui dans les procédés de dépollution des eaux usées, par exemple. Il faut savoir que la méthanisation est un processus, est une opération qui se fait naturellement, par exemple dans l'estomac des ruminants, dans les marais, on les retrouve de plus en plus. Mais dans le monde de l'exploitation de cette technologie, il peut arriver qu'on construise des équipements tels un digesteur pour produire, où on va créer une enceinte complètement anaérobie en présence des micro-organismes, fournir la matière organique destinée à être digérée. Donc, la méthanisation se déroule principalement en 4 grandes étapes, où on aura la première étape où la matière organique sera apportée. Il y aura une première étape d'hydrolyse où l'objet serait de déconstruire, ou plutôt de rendre la matière organique qui est apportée, de les découper en monomères plus simples. Par exemple, on peut prendre le cas de la cellulose qui peut être hydrolysée pour libérer les différents monomères ou les différentes molécules de glucose qu'elle contient. Donc, cette étape-là est principalement réalisée grâce à des enzymes où l'importance vraiment, ce serait de décomposer, de rendre accessibles les différents monomères que constitue la matière organique pour la suite de l'opération de la méthanisation. Ensuite, après l'hydrolyse, on va passer à l'étape d'acidogénèse, où il sera ici question de transformer les différents monomères obtenus en des composés plus facilement digestibles ou plus facilement transformables, tels que des alcools, tels que des acides organiques ou même des acides gras volatiles. Ici, par exemple, on peut avoir le cas du glucose qui est transformé en éthanol ou en acétate. Donc, à partir de cette étape qui est plus rapide que l'étape de l'hydrolyse d'ailleurs, parce que l'étape de l'hydrolyse est l'étape la plus longue qui parfois peut être problématique pour la suite de l'opération de la méthanisation. Donc, après l'étape de l'acidogénèse, on va passer à l'étape de l'acétogénèse, où les composés obtenus lors de la phase de l'acidogénèse sont transformés directement en soit acétate, du dihydrogène ou du CO2, qui sont ici comme des précurseurs directs de méthane, qui sont les composés qui sont des produits qui sont facilement transformables en méthane. Donc, après la phase d'acétogénèse, ce sera la phase de la méthanogénèse, où il y aura une transformation par deux voies, une transformation directe des acétates en méthane, ou une autre voie de transformation du dihydrogène et du CO2 en méthane et de l'eau. Donc, en dehors de ces quatre principales réactions qu'on peut retrouver dans le processus de la méthanisation, il y a d'autres types de réactions qu'on peut rencontrer, des réactions mineures qui sont dépendantes ces réactions-là ont une conséquence parfois sur le déroulement de la réaction de méthanisation. Donc, ça peut être le cas, par exemple, des réactions de production des sulfates, du sulfure d'hydrogène, par exemple. Il y en a quelques d'autres. Donc,
On peut, en général, le type de matière organique qu'on retrouve dans les installations de méthanisation sont soit d'origine animale ou végétale. Dans le cas, dans ce tableau présenté, on peut avoir par exemple l'exemple des lisiers de bovins qui ont un potentiel méthanogène compris entre 13 et 32, qui est à peu près faible, qui est un peu faible comparé par exemple aux ensillages de maïs. C'est dû à leur composition chimique. Ici, parfois, il y a des matières organiques qui sont fortement riches en des composés qui sont intéressantes dans le processus de transformation de ces matières organiques en méthane. Par exemple, le carbone, l'azote. D'autres matières organiques sont fortement riches en un composé que dans d'autres, et d'autres qui sont facilement plus digestibles que d'autres. Donc, ici, pour que le processus de méthanisation puisse être réalisé en général, il faudrait que les micro-organismes responsables de la transformation de la matière organique en méthane et un milieu adéquat, donc une bonne température, un bon rapport de carbone, d'azote par exemple, contenu dans la matière organique. Voilà, ça sont en général les différents paramètres qu'il faudrait pour que la matière organique soit transformée. Mais dans le monde, ou plutôt la méthanisation des résidus des biomasses lignocellulosiques est pas beaucoup explorée jusqu'ici parce qu'elle est un peu plus problématique, elle est un peu plus difficile à digérer, dépendamment de l'origine de la matière, de la biomasse lignocellulosique, évidemment. Mais ceci pour une raison. En général, comme je l'ai présenté en amont, la biomasse lignocellulosique étant composée de des trois différents macromolécules, il y en a une qui est plutôt difficile à digérer. Si on voit les deux graphes présentés là, on a par exemple l'hémicellulose qui est une des macromolécules de la biomasse lignocellulosique qui est facilement digérée à peu près 90% comparé à la lignine seule qui est, elle, digérée autour de 10% seulement. Ici, il faut savoir que en plus de la matière organique, ici, qui est les hémicelluloses ou la lignine, on fournit au milieu des micro-organismes responsables de la digestion qui sont ici représentés par les boues, donc, principalement. Donc, ce qui nous amène à avoir une matière organique qui est difficile à digérer. Donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la lignine est difficilement dégradable? Au mieux de nos connaissances, jusqu'ici, la lignine n'est dégradable qu'à l'exception de quelques champignons à pourriture blanche. Il n'y a pas d'autres moyens de dégrader la lignine de façon naturelle. Et encore que les champignons à pourriture blanche le font en conditions aérobies. Le but n'étant pas du tout la production du méthane. Ceci pour une autre raison, on ne peut pas réaliser facilement la digestion anaérobie de la lignine parce que les composés phénoliques qui constituent le polymère, donc la grosse molécule de la lignine, inhibent les micro-organismes qui sont responsables justement de la production du méthane. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsqu'on a des composés phénoliques en présence dans le milieu de digestion, ces composés-là peuvent soit s'infiltrer dans la membrane cellulaire du micro-organisme et donc la rompre, ou alors lorsqu'elles s'infiltrent dans le micro-organisme, ils peuvent créer pas mal de dégâts, soit une modification de leur ADN, etc. Du coup, le micro-organisme, il est inhibé, il ne peut plus réaliser il peut pas réaliser l'action de la dégradation du micro-organisme. Donc, rendu à ce point-là, en général, comme je l'ai pour petit rappel, en général, lorsque j'ai besoin de faire la digestion anaérobie d'une matière organique quelconque, il faudrait qu'il y ait un substrat qui est dégradable en conditions anaérobies déjà. Il faudrait avoir un bon rapport carbone-azote, dans un bon rapport de contenu dans la matière organique et qu'il n'y ait pas beaucoup d'inhibiteurs qui vont empêcher à ce que les micro-organismes effectuent leur travail, on va dire. Donc, de notre côté, ma lignine, elle est difficilement dégradable
elle contient très peu d'azote, ce qui nous amène à avoir un rapport carbone-azote très élevé, autour de 150, ce qui n'est pas le cas idéal. Et elle est fortement composée de matières inhibitrices, donc les composés phénoliques. À ce point-là, quelles sont donc les stratégies à adopter pour rendre possible la méthanisation de la lignine, ou même si on parvenait quand même à rendre possible cette méthanisation, comment faire pour optimiser le rendement en production de méthane? Donc, jusqu'ici, là, on est arrivé à réfléchir à d'autres méthodes de méthanisation de la lignine. Donc, pour ce faire, on s'est dit, vu que les composés phénoliques sont responsables de l'inhibition de la lignine, on a pensé d'abord à déstructurer la lignine dans sa grosse macromolécule. On va décomposer, on va dépolymériser cette macromolécule-là. Donc, on va rendre accessible la lignine par un procédé bien connu de la solubilisation dans une base forte. Ici, il sera question de disperser la lignine dans une solution de base forte, ici l'hydroxyde de sodium, afin d'avoir une solution fortement riche en composés phénoliques. Donc, à partir de cette étape, on va traiter, grâce à un agent chimique spécifique qu'on a développé ici au laboratoire, on va traiter notre solution qu'on aura obtenue de la solubilisation de la lignine. On va les traiter pour enlever les composés qui sont inhibiteurs des micro-organismes méthanogènes. Donc, on va faire un suivi de la disparition de ces composés. Donc, après le traitement, on va donc utiliser plutôt la solution qu'on aura obtenue en digestion anaérobie afin de produire du méthane. Donc, en gros, ce qu'on va faire peut être résumé à partir de ce petit schéma. Donc, d'abord, première étape, solubilisation ou dispersion de la lignine dans une base forte. Puis, on va traiter grâce à un agent chimique spécifique qu'on aura développé et qui est confidentiel pour le moment. Et la solution, ou plutôt le substrat qu'on aura obtenu, on va analyser pour s'assurer qu'il répond à tous les critères pour être digéré par les micro-organismes. Donc, on va faire pas mal d'analyses. Et ensuite, on va les mettre en digestion pour produire du méthane et du CO2. Voyons si ça marche. En résultat, jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout d'abord étudié la dispersion de la lignine dans la base forte, comme je l'ai présenté. Pour ce faire, on a mis en place un plan d'expérience. On a étudié pas mal de paramètres, la température, la concentration en hydroxyde de sodium, le taux de lignine qu'on aura utilisé, le temps, pour voir leurs effets sur la solubilisation. Et comme réponse, on s'est principalement intéressé au taux de libération de composés phénoliques dans la solution, donc on va dire la concentration en composés phénoliques, et aussi ainsi qu'au bilan de masse, c'est-à-dire pour apercevoir quel pourcentage de la matière introduite est solubilisée. Donc, ici, grâce aux deux graphes ici obtenus, on peut facilement se rendre compte que plus on chauffe, plus on utilise une concentration élevée d'hydroxyde de sodium, plus on solubilise notre lignine, plus ce qui jusqu'ici, pas de suspense, plus on rend l'expérience sévère, plus on solubilise la lignine. Et d'un autre côté, c'est toujours le même constat, plus l'opération est sévère en température et en concentration d'hydroxyde de sodium, plus on libère des composés phénoliques. Mais ce qu'on peut aussi lire dans ces figures-là, c'est que parfois, en chauffant juste beaucoup trop, on peut avoir quand même une bonne solubilisation de cette lignine-là, quoi qu'il n'y ait pas assez d'hydroxyde de sodium. Ceci nous permet aujourd'hui de faire le choix par rapport aux paramètres de solubilisation pour un procédé définitif, quels seraient les bons facteurs de solubilisation de la lignine en prenant en compte l'aspect économique de ce système-là. Donc, la solution de lignine obtenue grâce à cette méthode de libération de solubilisation, on va donc traiter notre solution
à l'aide de l'agent chimique dont je vous ai parlé. Pour le coup, cette partie, elle est à peu près, elle est confidentielle, mais ce qu'on peut se rendre compte, vu que notre objectif était tout d'abord l'élimination des composés phénoliques, donc, on peut s'apercevoir qu'au fur et à mesure que le temps passe, lorsqu'on soumet la solution obtenue après solubilisation de la lignine, on peut se rendre compte que les composés phénoliques inhibiteurs des micro-organismes disparaissent avec le temps. Donc, on en a au début, on en a beaucoup et à la fin, on en a moins. Donc, logique. À la fin de cette opération, on a aussi vu que on s'est rendu compte que le pH aussi de la solution chutait. Vu qu'on l'a dispersé dans une base forte, donc un pH élevé à 14, au fur et à mesure qu'on traitait la solution de la lignine, le pH chutait, ce qui veut dire que ici, on aurait produit des acides organiques. Donc, si vous vous rendez compte, si on se rappelle un petit peu du schéma de la présentation, du schéma du déroulement de la méthanisation, il faudrait à un moment donné produire des acides organiques qui seraient transformés en des éléments facilement digérables. Donc, si on parvient à le faire à cette étape, on gagne un petit peu en temps dans notre processus de méthanisation qui devrait durer moins long que ce qui est normal en général. Donc, la solution donc traitée chimiquement, nous l'avons soumis au procédé de méthanisation, c'est-à-dire on l'a mis en contact avec des micro-organismes qui sont principalement ici les boues. Donc, on les a incubés avec les paramètres de méthanisation optimaux. Ici, la température, une température ici de 37 degrés Celsius, une agitation permanente pendant 30 jours. On a soumis nos lignines traitées à des micro-organismes responsables de la méthanisation. Donc, pour ce faire, vu que, comme on l'a présenté, la lignine est fortement riche en composés en carbone, mais très peu, elle est pauvre en azote. Si on veut avoir un dosage, on veut avoir un bon rapport de carbone et azote, il faudrait lui fournir également une source importante, une source d'azote, ce qui ici nous a amené à choisir le lisier de porc parce que c'est disponible et parce qu'en même temps, on parvient aussi à gérer ce qui pourrait être un déchet. Donc, ici, dans l'incubation de nos échantillons, on a calculé un bon rapport de carbone-azote. On a utilisé, dépendamment de la condition de traitement, on va calculer le bon rapport de carbone-azote dans chaque fois. Donc ici, dans nos fioles, on a mis les boues qui sont qui est un consortium où on retrouve les micro-organismes responsables de la méthanisation, puis le lisier de porc et notre lignine qui a été traitée chimiquement. Donc, au fur et à mesure, ici, on fait des mesures de méthane, des mesures journalières. À la fin de chaque jour, on prend nos différentes fioles et on fait passer le gaz produit par exemple, pendant le laps de temps passé, on fait passer dans de l'hydroxyde de sodium pour neutraliser le CO2 contenu dans le gaz et ainsi par un procédé de déplacement d'eau, juste lire le méthane, le volume de méthane produit par jour. Donc, au bout de 30 jours, on a pu obtenir cette production cumulée de méthane et on se rend facilement compte qu'en utilisant comme standard de nos échantillons, les boues et le lisier de porc seul, on se rend compte que plus on traite chimiquement notre solution de lignine, plus on parvient à augmenter ou à améliorer le potentiel méthanogène de notre substrat. On peut facilement se rendre compte que pour un traitement de 20, de 0 et de 40 minutes, on est en dessous de notre standard. Et lorsqu'on a traité avant 60 minutes, on a eu une disparition importante des composés inhibiteurs. On a pu relever la production à quasiment le double de la production de notre standard. Donc, en guise de conclusion, on va donc dire que pour valoriser la lignine en digestion anaérobie,
il faudrait d'abord traiter chimiquement cette lignine-là afin d'éliminer les composés qui sont inhibiteurs des micro-organismes. En plus de cela, lui rajouter une source d'azote qui peut être, en général, dans notre cas, on a utilisé du lisier de porc afin de rétablir le rapport carbone-azote. Et vu que ceci est appliqué dans un procédé qui est utilisé dans une bioraffinerie, les sucres C5 n'étant pas directement valorisés, on pourrait les utiliser. On l'a vu d'ailleurs dans les graphes précédents que les hémicelluloses sont facilement dégradables. On pourrait aussi les utiliser dans le cas dans le cadre de cette opération, donc de la valorisation de la lignine. On pourrait aussi profiter pour valoriser les sucres C5 et donc faire une codigestion. Une codigestion, d'ailleurs, c'est une digestion où il y en a plusieurs, il y en a deux ou plusieurs sources deux ou plusieurs substrats à digérer. Donc, après cela, on pourrait peut-être passer à un test à l'échelle pilote afin de voir quel est le potentiel, enfin, si c'est applicable ou pas. Donc, pour ce qui est de notre étude ici, on a aussi pu mettre en place un procédé, un pilote d'ailleurs de méthanisation à grande échelle de la lignine. Quand on aura terminé nos différentes expériences, on finira par faire un test de méthanisation de la lignine à grande échelle. Ici, on a à peu près un volume de 10 000 litres de substrat qu'on peut facilement être utilisé et réalisé ici même dans notre laboratoire. Donc, ainsi, je vous présente aussi nos différents partenaires avec lesquels nous travaillons dans le laboratoire des technologies de la biomasse, parmi lesquels Resolve Énergie qui finance mes recherches ici. Et là, voici notre petite équipe, l'équipe qui travaille ici chaque jour dans le laboratoire de technologie afin de trouver des solutions à nos différents challenges. L'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui contribuent beaucoup à l'avancement de mon projet. Je remercierai mon directeur de recherche, Jean-Michel, et Camille, celle avec qui je travaille sur ce projet depuis près d'un an. Donc, sur ce, merci de votre attention et je vous remets la parole. Bravo, c'est vraiment c'était très, très clair, très bien expliqué. Merci beaucoup. Tu as pris un bon temps pour nous expliquer tout l'enjeu. Puis sincèrement, c'est vrai, les énergies renouvelables, on voit quand même qu'il y a un potentiel au niveau de la biomasse forestière. Je vais voir s'il n'y a pas des questions dans le public. Est-ce que amis et collègues auraient quelques questions pour Nani? N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Vous pouvez aussi parler en ouvrant votre micro. Donc, Malo a des questions. Est-ce que tu veux ouvrir ton micro ou tu préfères les écrire dans le chat? Donc, merci pour ta présentation, très intéressant. J'aimerais savoir d'où provient la lignine utilisée pour tes travaux et que deviennent les cendres après la digestion. Alors, pour ce qui est de la lignine que j'utilise dans le cadre de mon étude, c'est de la lignine de maïs. On va dire aussi, c'est pas le maïs. Dans le cas du maïs, par exemple, on a déjà une très forte concentration en centre. Dans le cas dans le cas de la ligne que j'utilise, à peu près 8% de centre, quand même plutôt beaucoup. Jusqu'ici, on n'a pas encore fait une étude sur le digestat, mais c'est planifié de voir si naturellement elles disparaissent. Mais normalement, vu que ce sont des minéraux, on n'est pas censé, ils sont pas censés disparaître dans l'opération de la méthanisation. Voilà, donc pour ce qui est du stade où je suis dans la recherche, on n'a pas encore fait des études sur le digestat, mais les cendres seront probablement présents à la fin de la digestion. Merci Maxime pour la question, puis merci Nani d'avoir répondu. Peut-être qu'on pourrait arrêter le partage d'écran. Ceux qui se sentent à l'aise, évidemment, ça va être coupé au montage. Ceux qui se sentent à l'aise de mettre leur caméra pour rendre ça plus convivial, n'hésitez pas. Donc, la question de Malo. Tu as analysé quel type d'acide et tu as dans la lignine solubilisée, AGV ou autre,
Si ta lignine est trop acide, tu n'as pas peur d'avoir une inhibition dans ton procédé. Voilà, justement, en fait, on joue, comme je l'ai dit, on passe par un procédé de traitement chimique de ma lignine. Et ce qui est là, on pourrait avoir aussi une inhibition si on a une forte concentration d'acide organique dans le substrat que je vais utiliser pour digérer. Donc, il faudrait vraiment jouer entre les deux pour voir ce qui est acceptable avoir un point de production maximale entre soit avoir beaucoup d'inhibiteurs, donc des phénols, soit avoir beaucoup d'autres inhibiteurs, dans l'autre cas, les acides organiques. Donc, c'est possible d'avoir, principalement aujourd'hui, avec les tests qu'on a fait, avec les analyses qu'on a faites, on retrouve beaucoup plus des acides oxaliques. Donc, et aussi des acides acétiques, ce qui sont facilement transformables, on va dire, dans le procédé de méthanisation. C'est cela qu'on retrouve principalement après le traitement chimique dont je vous ai brièvement expliqué. En fait, il y avait aussi une deuxième question, c'est dans quelle proportion mélanges-tu le lisier et la lignine? Donc, jusqu'à présent, je mélange quand même avec à peu près, je dirais, trois fois plus de volume de lisier que de lignine parce que justement, ma lignine, elle est principalement riche en carbone. Donc, du coup, il faudrait avoir une compensation importante avec du lisier de porc qui est riche en azote, pardon. Voilà, donc jusqu'à présent, j'utilise quand même une importante concentration, une importante proportion de sources d'azote. Mais il est aussi prévu de faire des tests juste avec de la lignine. Mais évidemment, vu que ça ne répond pas à l'un des paramètres principaux, donc le rapport carbone-azote, ça va être assez difficile. OK. S'il n'y avait pas d'autres questions, moi j'en ai une. En fait, je ne pense pas que, en tout cas, je n'ai pas animé voir si tu en as parlé, mais à quel point est-ce que c'est facile, par exemple, dans un procédé industriel pour la certification, d'identifier si c'est moins d'1% de lignine ou plus d'1%? Est-ce que c'est simplement des échantillons qui sont pris pour tester? Comment on fait le tri? Comment on identifie le pourcentage de lignine? En fait, Pourcentage de cendres dans les. C'est comme ça que initialement, dans ton graphique, tu oui. identifiais ce qui pourrait aller plutôt dans ton procédé, dans la biométhanisation versus l'autre. C'est une expérience assez plutôt classique parce qu'il s'agit là juste d'évaluer le taux des cendres. On a juste besoin comme équipement un four, en fait. On devrait juste, après avoir prélevé la ligne qui nous intéresse, faire un dosage des cendres afin de calculer quel est le pourcentage de cendres contenues dans notre ligne. Donc, c'est dépendamment du type de l'industrie, mais je pense que pour une industrie qui utilise pas mal la biomasse lignocellulosique, ça devrait être assez facile pour eux de déterminer OK, donc c'est des tests destructifs. Ce sont des tests c'est juste de la carbonisation. Enfin, en combustion, on va brûler et faire une différence de masse pour déterminer les cendres qui sont contenus. OK. Très intéressant. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, une autre de Maxime. Malgré la confidentialité du procédé de déphénolisation de la lignine, pourrais-tu indiquer rapidement quelle réaction est effectuée sur ces phénols? Est-ce que les cycles qui sont attaqués, ces cycles qui sont attaqués, les regroupements HO, je suis curieux là-dessus. Voilà, justement, c'est la partie qui est justement confidentielle. Je ne peux pas parler de ce qu'on utilise comme le procédé chimique, mais ce qui est beaucoup plus attaqué, c'est justement le cycle phénolique. Mais voilà, c'est juste pour ne plus avoir des composés phénoliques dans ma solution. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. J'ai testé la méthanisation. Ça a plutôt, en observant les différents graphes que j'ai présentés, on s'aperçoit que la production en méthane, elle augmente, elle est plus importante dans le cas d'un très bon traitement. Alors, du coup, ça marche. Pour ce qui est de cette partie-là, expliquer le phénomène qui se passe, c'est justement la partie confidentielle, donc je ne vais pas me permettre de dévoiler.
Mm. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Et merci, Nani, d'avoir répondu. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très clair. Et malgré les quelques voiles quand même liés à la confidentialité, je comprends. Merci beaucoup à vous de m'avoir permis de présenter mon projet ici. Et Et merci merci à à toutes toute les personnes. l'audience aussi. Merci beaucoup. Bon, je vous souhaite une bonne journée, puis au prochain 20 minutes de science. OK, merci beaucoup.